Bonjour. Aujourd'hui, je reprends les lectures. Nous sommes dans le cycle du Graal, dernière partie qui concerne la fée Morgane, et c'est le chapitre Le Val sans retour. Morgane errait sur les landes, ne sachant pas où elle allait, comme possédée par une fureur intérieure, mais trop fière pour exprimer sa rage par des pleurs qui lui auraient fait perdre, à ses propres yeux, toute la puissance et tout l'orgueil dont elle se sentait maîtresse. Enveloppée dans son long manteau noir, elle marchait à grands pas sur des sentiers tortueux. Ses pieds frôlaient à peine le sol, tel un de ces anges trop purs ou trop aériens pour pouvoir entrer en contact avec l'humidité de la terre. Le vent soufflait, venant de la mer, quelque part du côté du sud, et parfois il prenait Morgane dans ses rafales, l'obligeant à faire halte le temps de reprendre haleine. Le tourbillon se vengeait en courbant les ajoncs griffus jusqu'à ses jambes pour mieux les gratigner et pour lui faire comprendre que si elle suscitait les tempêtes, elle risquait parfois de ne plus pouvoir les apaiser. Au reste, elle n'avait rien déclenché, bien trop agitée par les sentiments violents et contradictoires qu'elle ne pouvait plus contrôler. Soudain, comme pour prendre à témoin les arbustes maigres et les touffes d'ajoncs qui parsemaient la lande, ainsi que les animaux qui s'y cachaient frileusement, elle s'écria à haute voix. Pourquoi faut-il que le meilleur chevalier du monde me résiste? Je lui propose pourtant la plus belle femme de tout le royaume, la plus experte, et avec moi il deviendrait le plus puissant d'entre tous les rois. Tout en marchant, elle se remémorait la scène où Lancelot l'avait accablée de son indifférence. Elle était pourtant la plus forte. Elle retenait le protégé de la Dame du Lac dans une chambre fortifiée et obscure du château de la Charrette, et il ne pourrait plus jamais en sortir sans qu'elle y eût consenti. Il suffisait à Lancelot de répondre oui, je te veux, Morgane. Sois à moi et oublions tout le reste. Mais Lancelot n'avait pas même daigné répondre. Il s'était contenté de regarder Morgane avec ironie, sans même marquer de mépris, et, se retournant sans plus faire attention à elle, il était allé se recoucher au fond de la pièce, s'était enroulé dans les couvertures et avait fait semblant de dormir. Morgane était alors sortie, refermant brutalement la porte derrière elle, prononçant des paroles de malédiction avec une telle énergie que les quelques servantes qui s'affairaient dans les couloirs en avaient été terrifiées et n'avaient pu oser bouger de peur d'accroître la colère de leur maîtresse. Si cette maudite guenièvre n'existait pas, s'écria encore Morgane, je pourrais avoir Lancelot tout à moi. Mais hélas, il n'aime qu'elle, il ne pense qu'à elle, et toutes les autres femmes ne sont pour lui que des putains sans intérêt. De plus, le malheur veut que je ne peux rien entreprendre contre Guenièvre. Cela, Merlin ne me le pardonnerait jamais. Et elle regarda l'anneau qui se trouvait à son doigt, l'anneau que lui avait donné Merlin avant de disparaître dans les profondeurs de Brocéliande. Morgane savait très bien que rien de ce qu'elle faisait n'échappait à l'enchanteur. Où était-il? Nulle part et partout, invisible mais sournoisement présent, toujours sur le qui-vive et prêt à intervenir chaque fois qu'elle irait trop loin. Pourtant, elle ne pouvait rester ainsi sur un échec. Morgane n'était pas d'une nature à oublier. Et la souffrance que lui causait le dédain de Lancelot lui rappelait une autre souffrance, encore plus cruelle, une épreuve qu'elle n'avait réussi à surmonter qu'après bien des nuits de cauchemar. Elle avait été amoureuse, oui, et très sincèrement, du jeune Guillaume March, cousin de la reine. Subjuguée par la beauté et la prestance de celui-ci, elle s'était donnée à lui corps et âme, et tous deux avaient vécu un ardent amour rempli de tendresse et de passion. Mais ainsi va la vie, le désir s'émousse parfois lorsque la plénitude est trop constante. Guillaume Marc s'était bientôt détaché de Morgane, inventant d'abord tous les prétextes possibles pour ne pas aller au rendez-vous qu'elle lui fixait. Certes, elle n'était pas dupe et usait de tous ses sortilèges pour retenir Guillaume Marc auprès d'elle. Hélas, elle s'était rendue compte que sa magie était impuissante sur l'amour et que Guillaume Marc s'était épris d'une autre femme.
Alors l'amour qu'elle avait porté au jeune homme s'était changé en haine, non seulement pour lui-même, mais pour tous les autres hommes qu'elle côtoyait et qui ne manquaient pas de lui faire une cour assidue. Et voilà qu'elle s'était laissée troubler par Lancelot, elle, la fière et puissante Morgane. Non, cela ne pouvait continuer ainsi. Je suis pas dans la meilleure position qui soit. On va essayer de changer. Hop, la meilleure posture. Le soir tombait et le soleil rougissait à l'horizon. Bientôt les oiseaux de nuit viendraient saluer celle qu'ils savaient être leur maîtresse. Et un vol de corbeaux se mit à tournoyer au-dessus d'elle, comme pour lui signifier quelque chose. Elle les regarda attentivement. Ils semblaient déporter lentement leur vol vers un endroit précis, au bout de la lande. Morgane s'avança dans la direction qu'il lui indiquait et se trouva sur des rochers rouge-violet, hérissés comme des arêtes surgies du plus profond de la terre et qui surplombaient une vallée étroite et sinueuse, dans la partie la plus large de laquelle scintillaient les eaux d'un étang. Morgane connaissait ce lieu. Bien souvent, le matin, quand une brume légère recouvrait le Val, elle venait, avec ses compagnes, se mirer sur la surface calme que les vents n'osaient même pas agiter. Ainsi vérifiait-elle que son visage n'avait point vieilli et que sa beauté était inaltérable. C'est pourquoi elle avait appelé cet étang le miroir aux fées. Les corbeaux tournoyaient maintenant au-dessus de la vallée sans aucunement dévier de leur trajectoire. Morgane les regarda pendant un long moment, puis elle se mit à rire et s'écria: Je vous ai compris, corbeaux, mes amis, et je vous remercie de m'avoir conduite ici, car je sais à présent ce que je dois faire. Déjà qu'elle eut prononcé ces paroles, les corbeaux se rangèrent en file et, sans bruit, se dirigèrent vers le soleil couchant, disparaissant peu à peu dans la lumière rouge qui envahissait le ciel. Alors Morgane se haussa sur les rochers dans l'attitude d'un oiseau qui veut prendre son vol. Mais elle fit tomber son manteau, puis sa robe et sa chemise. Elle était nue. Tout son corps frémissait dans le vent, inondé des rayons du soleil qui, en le colorant, en faisant un prolongement de la pierre, sorte d'aiguille pointée vers le ciel. Elle étendit les bras au-dessus du vide et cria d'une voix forte et grave. Par le ciel et par la terre, par la course du soleil, par le tournoiement des étoiles, par les dieux qui furent les nôtres autrefois, par la puissance que j'ai reçue des temps anciens, je place cette vallée sous un sortilège et je déclare qu'aucun homme, fût-il le roi en personne, qui pénétrera ici ne pourra jamais plus en sortir s'il a manqué seulement une fois à la parole donnée à la femme qu'il prétendait aimer. Tout homme infidèle qui aura le malheur de s'aventurer dans ce Val y demeurera pour l'éternité, sans espoir d'en sortir, à moins qu'un brave au cœur fidèle, par la force de son amour, puisse lever l'enchantement que je prononce. Et cette vallée sera appelée le Val sans retour, ou le Val périlleux, ou encore le Val des faux amants. Je le jure, et mon terrible serment tiendra tant que les conditions que j'ai dites seront remplies. La voix de Morgane résonnait dans la vallée. Quand elle eut terminé, elle remit ses vêtements. Elle souriait, tout en murmurant: Ainsi serais-je vengée de l'infidélité des hommes, et peut-être découvrirais-je celui qui pourra m'aimer sans jamais me trahir, car c'est avec celui-là que je dominerai le monde. Elle descendit du rocher et se remit à marcher dans le sentier. Elle avait décidé qu'elle se rendrait sans tarder à la cour du roi Arthur, son frère. Elle se retrouva rapidement à Camelot, où elle fut accueillie avec beaucoup de courtoisie par la reine Guenièvre. Le roi vint trouver Morgane et lui demanda si elle avait des nouvelles de Lancelot. Morgane lui répondit qu'elle n'en avait aucune et qu'elle était la première étonnée de ne pas le trouver à la cour. Ma sœur, dit Arthur, rien ne va plus ici depuis que Merlin nous a quittés. Mais toi qui as hérité de ses connaissances, tu pourrais au moins nous révéler ce que tu sais sur son sort. Tu t'inquiètes pour peu de choses, répondit Morgane. Lancelot nous a toujours habitués à des absences prolongées et inexplicables. Combien de fois l'a-t-on cru mort, et pourtant il est revenu, toujours au meilleur de sa forme.
À mon avis, il est dans quelque forteresse lointaine à se reposer de ses fatigues. Et je suis sûre qu'il a auprès de lui quelque femme compatissante et dévouée qui l'aide à surmonter ses fatigues. En disant cela, Morgane avait jeté un regard ironique sur la reine. Mais celle-ci ne fut pas dupe. Elle comprenait que Morgane en savait davantage, qu'elle ne voulait bien le dire sur Lancelot. En fait, Guenièvre était désespérée. Les deux personnes auxquelles elle aurait pu se confier, Lionel et Bohort, cousins de Lancelot, étaient partis pour de lointaines errances. À qui pouvait-elle parler de Lancelot? Sûrement pas à Morgane, dont elle se méfiait et qu'elle soupçonnait de connaître parfaitement tout ce qui les concernait, Lancelot et elle. Elle pensait qu'il était bien loin le temps où elle pouvait pleurer sur la poitrine de la dame de Mallehaut et envoyer Galehaut, le fils de la géante, seigneur des îles lointaines, vers celui qu'elle aimait avec toujours autant de passion. Mais Galehaut et la dame de Mallehaut étaient morts, et jamais plus elle ne retrouverait de tels amis, de tels complices dans cet amour insensé qu'elle portait au fils du roi Ban de Bénoïc. La soirée fut particulièrement désespérante pour Guenièvre. Lorsque fut venue l'heure d'aller dormir, elle se réfugia dans sa chambre et se mit à pleurer abondamment. Elle n'avait pour seule compagnie qu'une jeune fille qui était sa cousine germaine et qui portait le nom d'Élibelle. Elle se serait volontiers confiée à elle, mais elle n'osait pas révéler le secret qui la tourmentait. Enfin, quand elle fut couchée, elle dormit péniblement de son premier sommeil, secouée de larmes et affaiblie par le jeûne, car elle n'avait plus pu, depuis plusieurs jours, absorber la moindre nourriture. Pendant qu'elle dormait, elle eut un songe. Il lui sembla que Lancelot était présent, mieux et plus richement vêtu qu'aucun autre homme au monde, et si beau qu'on n'eût pas trouvé son pareil. Derrière lui venait une jeune fille d'une parfaite beauté, que le roi accueillait avec joie et à qui il faisait prendre place près de lui. Elle-même faisait bonne figure à la jeune fille et l'entourait d'attentions diverses, lui faisant porter les meilleures nourritures et de beaux bijoux de valeur. Mais le soir venu, quand Lancelot fut couché dans la chambre de la reine et que celle-ci eut voulu le rejoindre au lit, elle avait eu la surprise d'y trouver déjà la jeune fille. Furieuse et remplie de douleur devant cette trahison, elle se précipitait sur Lancelot, qui, se dressant brusquement, implorait pitié à grands cris et jurait, par tout ce qu'il tenait de Dieu, qu'il ignorait que la jeune fille fût là, à ses côtés. Mais il avait beau se défendre, la reine ne le croyait pas, et elle s'entendait lui défendre de reparaître en sa présence, où que ce fût, ajoutant qu'elle ne l'aimerait jamais plus. Et Lancelot était si affecté qu'il s'enfuyait sans vêtements, en brais et en chemise, et qu'il se mettait à courir dans la campagne en hurlant comme un fou. Ce rêve bouleversa Guenièvre. À son réveil, elle se sentit si mal en point qu'elle n'eut pas la force de se lever. Après avoir fait le signe de croix sur son front, elle se mit à pleurer et se laissa aller à la plus cuisante douleur. Ah, s'écria-t-elle, cher doux ami Lancelot, tu es bien plus beau que je ne t'ai vu en songe. Plût à ce Seigneur qui daigna souffrir la mort pour nous racheter que tu fusses maintenant ici, en pleine santé, devant moi, même couché aux côtés de cette jeune fille inconnue. Et si j'en montrais la moindre mauvaise humeur, je veux qu'on me coupe la tête. Pardieu, je ne désirerais rien d'autre, même si l'on m'offrait toutes les richesses du monde. Elle sombra alors dans le désespoir, comme si elle voyait Lancelot mort devant elle. Après ces longs moments de désolation, elle s'abîma dans ses pensées. Un étourdissement lui monta alors à la tête, effaçant même le souvenir de Lancelot. Elle regarda autour d'elle et aperçut une statue en bois représentant un chevalier en armes très richement sculpté. Elle contempla longuement la statue, au pied de laquelle deux cierges étaient allumés, répandant une grande clarté dans la chambre. À force de la scruter, elle finit par se persuader que c'était Lancelot lui-même. Elle sortit du lit, se dressa sur ses jambes, se couvrit de sa chemise et lui tendit les bras. Ami très cher, dit-elle, approche, je t'en supplie. Pourquoi as-tu tant tardé à venir me rejoindre? Approche et serre-moi dans tes bras, arrache-moi à la mort à laquelle tu me condamnes par ton absence. Délivre-moi de la pire peine et de la pire souffrance qu'ait jamais supporté une femme qui aime d'amour le plus noble de tous les chevaliers du monde. Mais voyant que celui à qui elle s'adressait demeurait immobile,
Comme s'il était insensible à ses prières, elle s'écria d'une voix douloureuse. Ah, Lancelot, jamais tu n'as montré tant d'orgueil à mon égard. Pourquoi ne réponds-tu pas à mon désir? Mais qu'importe, puisque tu ne veux pas venir à moi. C'est moi qui irai vers toi. Elle se dirigea vers la statue, lui jeta les bras autour du cou et se mit à la caresser tendrement, comme elle l'aurait fait avec celui pour qui tout son corps brûlait de désir. Elle s'attarda si longtemps et émit tant de soupirs et de cris que sa cousine se réveilla. Ouvrant les yeux, elle aperçut la reine qui tenait la statue embrassée, en proie à une irrésistible frénésie. Elle pensa immédiatement que la reine était en proie à un sortilège et qu'il y avait quelque diablerie là-dessous. Elle se précipita à la recherche d'eau bénite et quand elle en eut trouvé, elle la lui jeta en pleine figure, lui disant dans son affolement: Dame, voici le roi, retourne vite dans ton lit. Prise de peur en entendant ces paroles, la reine, qui redoutait toujours que le roi ne la surprît en compagnie de Lancelot, reprit immédiatement ses esprits, retourna vers le lit, se coucha et, brisée par la fatigue et l'émotion, s'endormit pour ne se réveiller qu'au matin. Elle se sentit alors en meilleure santé, d'un meilleur moral qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Quand elle eut bu et mangé, elle comprit qu'il n'y avait, dans cette chambre, personne d'autre qu'elle-même et sa cousine. Belle amie, lui dit-elle, si je savais que tu t'acquitterais comme il faut d'un message, je t'en chargerais, mais pour cela il faudrait beaucoup de sagesse et de prudence. Autrement ce serait peine perdue, et nous en aurions toutes deux grands désagréments. À part toi, je ne connais personne pour s'en acquitter, car l'affaire me tient trop à cœur. Dame, répondit la jeune fille, je suis prête à faire pour le mieux de ce que tu m'ordonneras. Et aucune femme ne serait plus discrète que moi à propos de tes soucis, s'il te plaît de me les confier. C'est tout naturel, je suis ta plus proche parente, et je n'ai que du bien à attendre de toi. Si par malheur tu venais à me manquer un jour, je serais seule au monde, sans aucune famille. Aussi te servirai-je de mon mieux et de toutes les façons qu'il te plaira, afin de mériter ton affection et tes faveurs. Certes, si tu me donnes les preuves d'une parfaite loyauté, tu n'auras pas à le regretter, et je te ferai plus de bien que jeune fille de bonne famille n'en reçut d'une reine. La cousine fit le serment de servir fidèlement la reine, dut-elle mettre ses propres jours en danger. Pardon, en fait, j'ai du mal à articuler. En ce moment, je porte un appareil la nuit, en fait. Du coup, je suis un petit peu décalée. Guenièvre réfléchit un long moment, puis elle fit signe à sa cousine. Fille, dit-elle, il te faudra aller demain de l'autre côté de la mer. Là, tu chercheras une forteresse qu'on connaît sous le nom de Trêbes. Près de cette forteresse se trouve un monastère appelé le Moutier Royal. Il a été fondé en mémoire du roi Ban de Bénoïc, qui y mourut, et se dresse au sommet d'une colline. Au-dessous, dans la vallée, il y a un lac. Quand tu arriveras sur le bord de l'eau, il te faudra continuer sans aucune crainte. Pénètre dans le lac avec assurance, car ce n'est que sortilège. Si tu as assez de courage pour cela, vas-y hardiment, mais si tu n'es pas sûr de toi, attends le moment où tu verras quelqu'un y pénétrer. Dans ce cas, suis-le, et ne perds pas sa trace, sinon tu n'accompliras pas bien ta mission. Dans le lac, tu trouveras de belles maisons, en grand nombre, de belles salles, des gens courtois et sages. Tu demanderas alors la dame qui régit ce domaine. Elle se nomme Viviane, mais on l'appelle la dame du lac. Tu lui diras que tu es de ma famille, que je t'envoie à elle pour lui demander son aide, au nom de celui qu'elle a élevé si tendrement. Et tu lui expliqueras alors que Lancelot a disparu, que je me désespère sur son sort et que je crains les sortilèges de Morgane. Puis elle lui indiqua le chemin à suivre, car, bien que n'étant jamais allée chez la dame du lac, elle en avait beaucoup appris à ce sujet de la part de Lancelot lors de leurs entretiens. Il lui avait si bien décrit les lieux de son enfance qu'elle savait qu'elle ne pouvait se tromper. J'accomplirai consciencieusement ce que tu me demandes, répondit la jeune fille, et tu seras satisfaite de ma mission. Fort bien, dit la reine, si tu agis selon mes désirs, ta vie en sera complètement changée. Sur ces entrefaites, le roi entra, et quand il vit la reine assise, il fut très content, car on lui avait appris qu'elle était souffrante.
Comment te sens-tu, reine demanda-t-il. Seigneur roi, fort bien, Dieu merci. Je ne suis pas aussi malade qu'hier et je suis déjà soulagé. As-tu mangé ce matin? Oui, un peu, et cela m'a réconforté. Le roi hésita un instant, puis il dit j'ai envoyé mes meilleurs compagnons à la recherche de Lancelot, car je suis sûr qu'il a besoin de notre aide. Il est absent depuis si longtemps que j'ai bien peur qu'il ne soit retenu prisonnier dans quelque forteresse lointaine. Mais Gauvin a juré qu'il ne reviendrait pas sans lui. Quant à Yvain, Sagremort, Dodinel et Gaëriette, ils ont fait le même serment. Même le duc de Clarence, qui vient tout juste de se joindre à nous, et qui ne connaît Lancelot que par sa réputation, a décidé de se lancer immédiatement à sa recherche. Je ne doute pas du succès de leur entreprise. Certes, répondit Guenièvre, cette absence prolongée de Lancelot m'inquiète, et je suis très heureuse que tu aies envoyé tes meilleurs compagnons à son aide. Mais au fond de son être, la reine n'était pas convaincue des paroles qu'elle prononçait. Elle savait bien que les chevaliers d'Arthur, quelque braves et courageux qu'ils fussent, ne retrouveraient jamais Lancelot. C'est pourquoi elle tenait tant à envoyer sa cousine demander l'aide de la dame du lac. Elle seule saurait ce qu'il fallait faire pour délivrer Lancelot des pièges où il avait dû tomber. Reine, reprit Arthur, puisque tu te sens mieux, ne pourrais-tu pas quitter ta chambre et venir avec nous? Il est possible que nous apprenions des nouvelles réconfortantes. Je suis encore trop faible, répondit Guenièvre, et je préfère attendre encore un peu, car j'ai peur de montrer un visage qui ne soit pas digne d'une reine. Fort bien, dit le roi, repose-toi encore, Guenièvre. Il salua la reine et sortit pour rejoindre ses compagnons dans la grande salle où il avait fait dresser les tables. Pendant ce temps, les suivantes de la reine vinrent retrouver celle-ci dans sa chambre, heureuses de la voir bien portante. Elles lui prodiguèrent des soins attentifs, s'efforcèrent de lui redonner courage, mais aucune de leurs consolations ne put vraiment faire renaître la joie dans le cœur de Guenièvre. L'angoisse la tenaillait. Elle ne savait pas si celui qui était pour elle la source de toute joie était encore vivant. Cependant, ce jour-là, grâce à la bonne humeur de ses suivantes, elle sentit renaître l'espoir en elle et se montra plus gaie qu'à l'ordinaire. Elle n'oublia pas non plus de préparer le voyage de sa cousine. Elle demanda le meilleur et le plus rapide cheval, lui fit mettre un frein et une selle magnifiques. Le matin suivant, au premier rayon du soleil, Guenièvre se leva et prévint sa cousine qu'il était temps de se mettre en route et d'accomplir sa mission sous la protection de Dieu. La jeune fille s'habilla et se prépara. La reine lui donna un vêtement neuf de soie vermeille, une tunique et un manteau pour le voyage, et elle fit ranger dans un coffre un autre vêtement plus riche à porter lorsqu'elle serait reçue dans une cour. Elle la fit accompagner d'un nain, fort disert, qui parlait plusieurs langues, et d'un écuyer brave et hardi afin d'assurer sa sécurité. Elle lui recommanda de ne pas les mener avec elle lorsqu'elle irait au lac, mais de les laisser au moutier royal. La jeune fille lui répondit qu'elle ne manquerait pas de suivre ses conseils. Elle prit congé de la reine, vêtue des plus riches atours qu'elle qu'eût jamais eu une voyageuse. Guenièvre lui donna un baiser au moment du départ, en lui rappelant d'aller prudemment pour mériter sa reconnaissance, ce que lui promit la messagère. Elle partit alors sans plus tarder, et la reine monta sur la plus haute tour de la forteresse pour la regarder disparaître dans la forêt, par le chemin le plus direct. Quand sa cousine et son escorte furent hors de sa vue, Guenièvre sentit que le cœur lui manquait. Elle dut s'asseoir précipitamment et elle se mit à pleurer tant la souffrance qu'elle ressentait était forte. Il est long, ce chapitre. Portant par hasard les yeux sur sa main, elle y vit l'anneau d'or que la dame du lac avait donné à Lancelot quand elle l'avait envoyé à la cour du roi pour y être fait chevalier. Elle le contempla longuement et se souvint de celui qui le lui avait donné et pour lequel elle endurait tant de maux. Sachant que Lancelot attachait grand prix à cet objet, elle le porta à sa bouche, le baisa, comme si elle voulait lui rendre un culte. Hélas, murmura-t-elle, cher doux ami Lancelot, puisque je ne peux avoir de toi joie ni réconfort, dans l'absence de nouvelles à ton sujet, je me consolerai grâce à cet anneau que tu gardais si précieusement. Et parce que tu l'aimais tant, il me sera un tel soutien que sa vue me rendra le contentement.
Que Dieu, par sa sainte pitié, me maintienne en vie assez longtemps pour que je te serre dans mes bras, en pleine santé, et que je sois désormais à l'abri de tous les maux. » Ainsi parla la reine, en ce matin. Les oiseaux commençaient à tournoyer autour de la forteresse, mais elle savait que la dame du lac ne pouvait pas abandonner celui qu'elle avait si tendrement élevé. Les jours passèrent, puis les semaines. Aucun des chevaliers qu'Arthur avait envoyés à la recherche de Lancelot ne revenait à la cour ou n'envoyait de messagers. Le roi commençait à être sérieusement inquiet. Quand il rencontrait Morgane, lorsque celle-ci faisait une apparition à Camelot, il ne manquait pas de lui demander si elle avait appris quelque chose de nouveau. Rien, répondait-elle. J'ai beau consulter les astres, j'ai beau invoquer nos ancêtres, je ne reçois aucune réponse. Et quand elle quittait son frère, Morgane, rôdant dans les corridors de la forteresse, se mettait à ricaner. Comme ça. Fort satisfaite de l'inquiétude d'Arthur. Elle savait bien où se trouvait Lancelot, puisqu'il était toujours prisonnier dans le château de la Charrette, gardé par ses deux complices, la reine Sibylle et la reine Sorestane. Lancelot ne risquait pas de s'enfuir de sa prison, tant étaient redoutables les sortilèges qui l'environnaient. Mais pour rien au monde, elle n'aurait dévoilé ce secret à son frère. Quant aux chevaliers qui s'étaient lancés dans l'aventure, elle savait également où ils étaient. Bah, ah! Il y avait une mouche sur la caméra. Le sortilège qu'elle avait jeté sur le Val sans retour fonctionnait à merveille, et chaque jour un nouvel arrivé venait grossir les rangs de ceux qui, se croyant enfermés dans cette vallée, ne réussissaient pas à vaincre les terribles dangers qu'ils imaginaient autour d'eux. Et quand Morgane allait rôder de ce côté, le visage enfoui dans un long voile pour qu'on ne la reconnût point, elle ne pouvait que se réjouir du spectacle. Ils étaient presque tous là, les compagnons du roi Arthur. Mais c'est fou ça. Là, c'est une. Nous avons affaire à une mouche égocentrique. Elle peut se poser n'importe où, mais non, elle va sur la caméra. C'est marrant, hein? Ah ouais. Tout le monde sous-estime le potentiel émotionnel des mouches. Dommage. C'est pas grave, hein. Enfin, dommage pour vous. Alors, ils étaient presque tous là, les compagnons du roi Arthur. Sagremort, Yvain, le fils du roi Urienne, et bien d'autres encore, y compris le preux Gauvin, la fine fleur de la chevalerie, celui qui promettait à chaque femme qu'il le rencontrait une fidélité pour toute la vie. Certes, les hôtes forcés du Val sans retour n'avaient pas trop à se plaindre de leur sort. Morgane avait établi son enchantement de telle sorte que tous les prisonniers puissent s'imaginer vivre dans le luxe et la gaieté. Ils logeaient dans des pavillons confortables qui contenaient de beaux lits, de magnifiques tapisseries, des coffres finement ouvragés. Des serviteurs surgissaient de partout pour leur apporter les meilleurs mets qui fussent et les plus doux breuvages qu'on eût pu trouver. Des musiciens faisaient entendre leurs suaves accords à travers les frondaisons, tandis que, lorsque le temps le permettait, des danseuses s'ébattaient sur le pré, en des rondes sans fin qui charmaient les yeux des spectateurs. Et l'on jouait aux échecs, aux tables et aux tric-trac dans le Val sans retour. Il y avait tout ce qu'il fallait pour mener une vie douillette et sans souci. On y voyait même une chapelle avec un prêtre pour officier. Mais celui-ci passait son temps à dormir, car aucun des chevaliers n'avait recours à ses services, préférant de beaucoup se livrer à des occupations plus terrestres. Que voici de beaux guerriers, se disait Morgane, en les voyant s'agiter comme des ombres dans un rêve. J'en ai fait des lâches, des pleutres, des inconscients. Après tout, ils n'étaient peut-être que cela. Tout n'est qu'illusion en ce monde, et ce qu'ils voient ou entendent maintenant n'a guère plus d'importance que ce qu'ils voyaient et entendaient à la cour du roi, mon frère. Mon frère, je sais par expérience que le plus brave peut aussi être le plus lâche. C'est ce que m'a enseigné Merlin, et je ne fais que suivre ses conseils. Il faut toujours mettre les humains devant ce qu'ils croient être leur réalité, car c'est là qu'on discerne les contours de leur âme.
Mais ils ne sont pas encore assez nombreux dans ce Val. J'en attends d'autres, et je suis sûre qu'un jour ou l'autre, Caï et Bédouir, ou encore le roi Urienne, viendront se joindre à cette troupe d'oisifs qui préfèrent rêver leur vie que de la vivre. Mais parmi les hôtes du Val sans retour, tous n'en étaient pas au même degré d'hébétude. Il y en avait quelques-uns, surtout parmi les nouveaux arrivés, qui se révoltaient, qui n'acceptaient pas leur sort et qui se lançaient hardiment sur les pentes afin de trouver une issue. Mais chaque fois que l'un d'eux tentait l'aventure, on voyait surgir des flammes partout et l'on entendait d'horribles cris qui semblaient monter de la terre elle-même. Les plus audacieux devaient renoncer, tant était grande la frayeur qu'ils éprouvaient à se voir environnés d'ennemis invisibles qui déclenchaient contre eux les foudres de l'enfer. Et Morgane s'en allait, riant aux éclats. Les hommes sont plus crédules que je ne le pensais, se disait-elle encore. Ils prennent les lueurs du soleil pour des flammes vomies par les dragons, les rochers pour des murailles infranchissables, les ajoncs pour des monstres, les cris des oiseaux pour les hurlements de tous les diables de l'enfer. S'ils cessaient un seul instant de prendre au sérieux ce qu'ils voient ou entendent, ils s'apercevraient qu'ils sont dans le fond d'une vallée offerte à tous les vents. Il leur suffirait d'ouvrir les yeux. Mais ils ne le veulent pas, et c'est tant pis pour eux. Pendant ce temps, mon cher frère, qui se croit le plus puissant de tous les rois, n'en revient pas de voir disparaître un à un les guerriers qu'il a si péniblement rassemblés autour de lui pour maintenir l'intégrité de son royaume. La belle affaire, en vérité. Je suis plus puissante que lui, parce que moi, Morgane, je connais les fils secrets qui relient les êtres entre eux. Les lettres. Bon, je fais quoi? Je continue ou je mange des rillettes? Ah, je me tâte. Hein. Je crois qu'il va falloir que je mange des rillettes. Il faut que je mange des rillettes. À tout à l'heure.